Taylor Fritz, quelque part, c'est un peu comme cette barre des 40 000 abonnés. On n'y croyait pas du tout avant le tournoi, mais on est parti pour l'exploser. Alors, est-ce que l'Américain peut créer la sensation en tombant le monstre Sinner? Mon débrief pointu des demi-finales et mon analyse de la finale de l'US Open. On va se régaler, on attaque juste après ça. Avant d'attaquer sur l'analyse des rencontres, d'abord un petit rappel avec Jannik Sinner. Souvenez-vous, l'année dernière contre Alexander Zverev à l'US Open, il avait fini bouillax complet dans la 5e manche, il avait explosé des crampes, etc. Et là, un an plus tard, comme le rappelle Oli, premier titre en Grand Chelem, plusieurs Masters 1000, domination des deux classements à la race et au classement ATP. En 2024, Jannik mérite les applaudissements. Vous savez, j'aime bien faire des ponts entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Et Djokovic, justement, il y a ce match à l'Open d'Australie en 2010, lorsqu'il perd en quart de finale contre Joe-Wilfried Tsonga en 5-7, en étant cramoisi à la fin de la rencontre. C'est un match qui l'a beaucoup marqué. Il a dit ensuite, je ne pouvais pas au niveau de l'endurance lutter contre les meilleurs joueurs, donc j'ai changé certaines choses dans mon alimentation, dans ma préparation. J'en ai parlé d'ailleurs à Joe cet été de ça. Vous avez toujours l'interview qui est disponible sur la chaîne, et il m'a dit, ouais, entre 2010 et 2011, le gars physiquement transformé, une confiance du coup beaucoup plus importante, il perdait un petit peu moins son calme, ses nerfs, et c'est, je trouve, une mutation qu'a connue également Jannik Sinner. Justement, la demi-finale entre Sinner et Draper, quelle rencontre! Les deux premières manches complètement zinzin, mais je trouve aussi qu'on a peut-être touché une certaine limite en termes de tennis, de combat, sport de combat. On est vraiment en fait dans la lignée désormais de cette Open d'Australie 2012 avec des joueurs qui frappent de plus en plus fort, qui vont de plus en plus vite. On commence quand même avec un Draper très tendu, je trouve, sur le début de la partie. On le voit avec une double faute, mais il arrive à s'en sortir grâce à ce service extérieur qu'il arrive à moduler, à la fois slicer et parfois kicker, ce qui surprend Sinner, qui n'arrive pas forcément à bien se positionner et à anticiper le rebond. On a deux relanceurs qui sont dans le top 15 actuellement sur le circuit, et ça va se jouer en partie d'ailleurs dans ce secteur avec un Sinner qui a un peu plus d'allonge, qui va un petit peu plus faire travailler Draper. Ça se joue vraiment à la marge au début. Par conséquent, ce qui va compter, c'est la qualité de service. Empêcher ton adversaire de relancer, s'installer derrière un +1. Sinner qui va faire un mauvais jeu ici pour concéder le débreak à Jack Draper. 4 fautes directes, et du coup Draper qui peut installer un peu plus sa perforation à l'échange. Quelle vitesse de tête de raquette l'anglais. Alors je vois souvent, ouais, les adversaires de Sinner sont pas bons, ils font beaucoup de fautes directes, on en a parlé avec Medvedev, on en parle encore avec Jack Draper, mais pourquoi vous croyez que les adversaires de Sinner font des fautes directes? Parce que sa cadence est insoutenable, parce que ce qu'il imprime, ce qu'il met en termes de vitesse, en termes de longueur, ça fait que, regarde Jack Draper, il est sur le reculoir, il est vers l'arrière, forcément la balle elle va s'échapper. Il est à 10 coups gagnants, 19 fautes directes sur le premier set, et en fait à un moment donné, cette cadence insoutenable, elle te fait exploser. On a senti déjà dès le début de la rencontre que Draper était un peu tendu, et il va exploser complètement dans ce 11e jeu de la première manche, avec 3 doubles fautes malheureuses sur ce jeu. Le premier set va se jouer sur des détails, ça rappelle d'ailleurs le profil du match entre Jannik Sinner et Tommy Paul, je trouve, sur les deux premières manches, et même dans l'ensemble de la partie. Donc Draper est à 6 doubles fautes sur la première manche, Sinner est à 0, et Jack Draper, dès le début de la deuxième manche, qui est déjà sur le point de rupture, on le sent. Alors là, il va envoyer une banane flambée en deuxième balle à 180 km/h, plein coup droit du joueur italien. La balle qui va revenir ici, il est en +1 sur son revers, il va s'engager plein fer avec une balle qui va claquer le câble. Donc il y a un peu de réussite déjà sur cette séquence. Sinner qui comprend bien à l'échange qu'il faut aller cibler, qu'il faut aller matraquer le revers de l'anglais. Le danger il est plus du côté du coup droit, et justement ici, magnifique setup pour Jack Draper. Là, voilà, il a manqué également ce petit coche ici, donc on a les doubles fautes à la fin de la première manche, on a ici, là, où il peut mener éventuellement 2-0 et switcher un tout petit peu le momentum, et là, donc, il a une balle qui est magnifique à aller attaquer, il va envoyer tout simplement une soucoupe volante. Draper qui met un impact de malade, qui trouve de la longueur, qui écartèle Sinner lors des échanges, mais que faire face à cette défense Djokovicienne de la part de Sinner, en appui ouvert, en extension, quasiment parfois en grand écart, avec immédiatement cette faculté à repartir, à appuyer sur son pied droit, hop, et à se propulser de l'autre côté. Là, on a un magnifique chop pour pouvoir faire continuer l'échange et le remporter in fine. Et là où je voudrais donner du crédit à Jack Draper, c'est qu'il a compris que ce serait difficile. On va en parler d'ailleurs au niveau physique, il va exploser, mais il a sans cesse essayé de trouver des solutions, de moduler son jeu. Par exemple, ici, on a une balle de break pour Jannik Sinner, deuxième balle, on va tenter un service volé,
extérieur sur deuxième, très belle volée ici dans cette position. Il a essayé d'attaquer le filet, il a essayé d'agresser Sinner au maximum pour survivre. Alors là, je suis désolé si vous mangez, mais je suis obligé de montrer cette image. Vous pouvez passer rapidement si vous voulez pas voir ça. Mais Draper qui a vomi de l'eau plusieurs fois lors du cœur de la deuxième manche avec un taux d'humidité qui était effroyable hier après-midi, donc très difficile pour les joueurs de bien performer, et ça s'est ressenti sur Draper, peut-être un peu plus nerveux que Sinner. La partie qui va s'emballer à ce moment-là avec donc un Draper qui va à la volée, qui enchaîne les services volés pour essayer de survivre, et sur une petite reprise, Sinner qui va se casser la binette en arrière, qui va retomber sur son poignet gauche, et à ce moment-là, c'est pas clair, hein, on sait pas exactement ce qu'il y a au niveau du poignet. Bon, Draper il est carbonisé, on l'entend quand il lance la balle au service, il fait oh comme ça, un gros râle, c'est Resident Evil, et donc on arrive comme ça, bon an mal an dans le tie-break de la deuxième manche, et ça c'est le territoire de Yannick Sinner qui est monstrueux au niveau mental et qui va tout de suite en fait lever les doutes sur la capacité de son poignet gauche à enclencher des frappes extraordinaires comme ici dans cette position. Il va terminer ensuite dans un deuxième temps avec son coup droit et complètement survolé en vérité le tie-break de la deuxième manche. Et quand Draper quitte le court à la fin de ce deuxième set pour se ressourcer aux toilettes, on sent que à la troisième manche, il va pas y avoir grand chose parce qu'il a tout donné dans ce deuxième set, il a essayé de résister, il a dit ensuite hors de question pour moi d'aller abandonner sur une demi-finale en Grand Chelem, j'ai tout donné et je voudrais vraiment pointer sa performance, son courage, son tempérament parce qu'il a montré des choses merveilleuses je trouve Draper sur cette partie. Et une image vaut mieux que 1000 mots, John Milmo, bref, non ça c'est la fatigue ça. Donc mais regardez Jack Draper qui est en train de s'asperger, qui a la petite écharpe frigorifiée, le tuyau, les 14 paires de chaussures qu'il n'arrête pas de changer à cause de l'humidité, les bouteilles d'eau, beaucoup trop d'eau bu, donc du coup ça ressort. Une performance et un match ultra physique, et moi quand on me dit par exemple ouais le tennis c'est d'abord de la technique, du talent et tout ça, non c'est un sport qui est résolument physique, qui a complètement changé depuis les matchs Nadal, Djokovic précisément. Ce qui est intriguant aussi, c'est que Draper il a pas non plus passé des heures et des heures sur le court avant cette demi-finale, mais voilà, sur ce match, avec cette intensité-là, Sinner qui l'a fait exploser en mille. Et on enchaîne sur le match de la noche entre Taylor la friteuse, Taylor Fritz contre Frances Tiafoe, et au niveau tactique, mais très cher Goat, je trouve que Frances a fait un match remarquable. Donc si vous affrontez un adversaire, son meilleur coup c'est son service, son deuxième meilleur coup c'est son coup droit, ok, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien regardez la stratégie de Frances. Donc déjà on retourne autant que possible, et même pas forcément d'une manière puissante, hein. On retourne sur le revers, on empêche le +1 en coup droit. Alors évidemment c'est plus facile quand il y a un taux de première qui est plus faible. La deuxième étape de cette stratégie, c'est de créer un tennis disruptif. C'est de pas toujours aller sur le revers, c'est de mixer, et notamment avec des amortis. Donc voilà, on va essayer de créer des zones d'inconfort, on empêche Fritz d'anticiper cette fixation côté revers, et une fois seulement que tu as réussi à imposer l'idée à ton adversaire que tu allais le fixer sur son revers ou que tu allais jouer avec pas mal de variations, en fait là à ce moment-là t'as généré de l'incertitude et du coup il t'attend un peu plus sur ces zones faibles, et c'est à ce moment-là que Frances Tiafoe a pris la balle un peu plus tôt, a enchaîné sur le coup droit de Taylor Fritz qui ne s'y attend plus. Donc ça c'est une stratégie en 3 temps qui est excellente et qui s'applique à peu près à tous les niveaux. On enchaîne, nous sommes dans la deuxième manche, Taylor Fritz qui a perdu simplement, tenez-vous bien, un seul petit point ridicule, minuscule sur ses jeux de service, et qui va réussir ici à sauter sur l'occasion avec, vous le voyez, on n'est pas sur des glissades, des grosses reprises d'appui en appui ouvert, non. Taylor Fritz, il est toujours sur des petits pas à la Pete Sampras. Nonobstant, magnifique réaction de Frances au début de la troisième manche. Fritz, il avait laissé aucune ouverture dans le deuxième set, et là, il va faire une petite double, une faute également en revers, et c'est là que Tiafoe va pouvoir s'engouffrer dans la brèche, breaker et ne plus être revu dans ce troisième set. On avance et on est dans le cœur du combat. C'est à ce moment-là que la partie va se jouer, va se décider. Tiafoe qui sert après Taylor Fritz, donc du coup qui est un petit peu plus sous pression, et justement la pression il va la sentir avec 2 doubles fautes alors qu'il mène 40-15 sur ce jeu, amorti Baduf, coup droit dans les tribunes également, donc une très mauvaise séquence pour terminer ce quatrième set, et en fait elle a été générée par la perte de sa première balle. Il est à 42% de première entre le troisième set et le quatrième set. Le jeu de Tiafoe et le mental de Tiafoe qui va se déliter dans cette partie-là, fin du quatrième, début du cinquième, c'est vraiment là qu'il perd le match, alors que franchement, sur les 3 premiers sets, je trouve que c'est le meilleur homme sur le court.
2 fautes directes grossières dans ce jeu et Taylor Fritz qui va pouvoir se jeter dans l'ouverture. La Tiaf qui va définitivement craquer en concédant le double break dans la 5e manche. Il va en récupérer un juste après, mais voilà, pas assez de première, 44% de première balle. Des doubles fautes du coup parce que il sait qu'il va se faire attaquer, agresser. Il finit à 0 sur 9 derrière sa deuxième balle dans la 5e manche. Et on arrive par conséquent sur cette finale de l'US Open. Ce sera dimanche soir. Le compte prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif de la Leyena. Faut pas que j'essaie de parler espagnol après toute une quinzaine de l'US Open. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Bref, vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. Offre, attention, exclusivement réservée aux adultes consentants. Donc la finale de l'US Open opposera Jannik Sinner à 1,27 face à Taylor Fritz. On voit dans les oppositions, nous sommes à 1 partout et je vais vous donner quelques clés de compréhension. Comme d'habitude, pour bien anticiper ce qui va se passer, la première clé pour moi, c'est la croyance et les potentielles faiblesses. Taylor Fritz doit impérativement aller tester les potentielles faiblesses de Sinner. Ça peut être le poignet gauche, ça peut être le revers également, les reprises d'appui, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la hanche. Il faut impérativement essayer d'aller tester ça, en fait, de créer le déséquilibre. Parce que disons-le, à armes égales, je pense que Sinner est trop costaud pour Taylor Fritz. Il a dit, Tyler, qu'il croyait en ses chances. Il allait sur le court pour gagner là ce dimanche en finale. Faut aussi se souvenir que Fritz, il a pu faire quelques complexes face aux Big Three, surtout Nadal et Djokovic, et là il affronte pas un monstre sacré du jeu. Là il affronte entre gros guillemets, on va en mettre 4 ou 5, que Jannik Sinner. La deuxième clé de compréhension, c'est le service et le +1. Bien entendu, ça va être les deux coups clés. Sinner qui est un joueur de glissade, de transition en appui ouvert, et on l'a vu, on l'a détaillé. Fritz qui est plus sur les petits pas à la Pete Sampras, c'est à l'ancienne, hein, vraiment. L'idée, ça va être aussi de se prendre du temps mutuellement, et ça, Sinner, il est redoutable dans ce secteur, avec une longueur qui t'empêche de pouvoir déployer tes ailes. Fritz, qui n'est pas un joueur défensif en plus, hein, dans l'absolu, lui, il aime bien asseoir son jeu avec son coup droit, avec son service, donc il faudra essayer peut-être, et c'est la troisième clé, de forcer sa nature. Fritz ne devrait pas pouvoir battre Sinner en cadence, en restant uniquement sur son plan A. Il va falloir plus de variations, plus de slice, des montées à contre-temps, bref, en fait, jouer un tennis qu'il n'a pas forcément l'habitude de jouer. Et ça a souvent été l'une des grandes forces du Big Three, c'est soit de te faire dire, en arrivant sur le court, j'ai aucune chance, ou alors tu te dis, ma seule manière de battre le gars, c'est de surjouer, et ça, sur un format en 3-7 gagnants, c'est quasiment impossible à réaliser sur le long terme. Du coup, ce dimanche soir, Taylor Fritz doit sortir impérativement de sa coquille, réaliser le plus grand match de sa carrière, ultra agressif sur la plus grande scène de sa carrière depuis le début, avec une finale en Grand Chelem, la première pour Fritz. Donc le ratio pour moi est Sinner 70, Fritz 30. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, mes petits bébous. Je veux bien votre avis sur la question. A priori, Sinner quand même devrait pouvoir remporter ce deuxième Grand Chelem en carrière et deuxième Grand Chelem en 2024. On aura le temps ensuite de se poser. Lundi, ce sera un peu plus tard. La vidéo débrief, je pense que ce sera vers 17-18 h pour revenir sur cette finale de l'US Open. Je serai juste avant en émission le mag à 11 h. Je vous embrasse, passez un excellent week-end et à très vite pour de nouvelles aventures.